est un facteur de risque ou un facteur protecteur de l'arthrose quand on n'en a pas ou quand on en a? Voilà la question à laquelle je vais tâcher de répondre. Voilà. Alors, bon, très rapidement, je ne vais pas vous refaire, vous donner qu'est-ce que l'arthrose. Mais bien sûr, ce n'est pas simplement des trous dans le cartilage. La pathogenèse est complexe. Il y a des problèmes inflammatoires, des équilibres métaboliques. Les facteurs de risque sont multiples, notamment génétiques, métaboliques, biomécaniques et l'âge aussi. Les symptômes, c'est douleur, raideur et gonflement. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que le diagnostic se fait par douleur, raideur et gonflement sans autre diagnostic différentiel à la radio. À la radio, on voit des signes qu'on connaît bien depuis le début de nos études, mais qui signent un diagnostic clinique, et il faudra différencier la clinique et la radiographie. Alors, je reprends un édito du BJSM en 2020. Bien sûr, on peut passer des heures à discuter, mais voilà exactement ce qu'ils disent. Les données de l'imagerie ne sont pas en rapport avec la douleur et l'incapacité fonctionnelle, ni même, j'allais dire, avec l'efficacité du traitement. Donc, grade 1, 2, 3, 4, il faut arrêter de se fier spécialement à ça. La seule chose qui est associée à la douleur, c'est l'œdème osseux, par exemple à l'IRM. C'est strictement une traduction de l'édito du BGSM. Donc, ce n'est pas un avis et ça repose sur de bonnes preuves scientifiques d'efficacité, de bonnes preuves scientifiques. Le repos et la limitation d'activité aggravent la douleur. Augmenter progressivement l'activité physique est sans risque et bénéfique. 20% des patients n'ont aucune amélioration des douleurs après chirurgie prothétique, et douleur ne signifie pas destruction. Ce qui est peu utile: massage, aiguille, TENS, roller, ultrasons, laser, opioïdes, imagerie, arthroscopie, injection, supplément, prothèse dans des indications inappropriées et exercice peu intensif non individualisé. Donc tout ça, on ne fait pas. On fait une éducation adaptée, des exercices, proprio cardio renfo et changement de mode de vie. Les facteurs associés à la santé articulaire sont le stress, la dépression, la fatigue, l'anxiété, le manque de sommeil sur lesquels on va essayer d'agir, la génétique, on ne peut pas agir, et le manque d'activité physique, les contraintes mécaniques inappropriées et le déficit musculaire. Donc, j'allais dire, les rhumatologues ont bien compris. Maintenant, ils nous font vélo, marche nordique, etc. Et ils ont bien raison. Mais chez le sportif, est-ce qu'on peut faire du sport alors qu'il fait du sport? C'est là tout l'enjeu du topo. Alors, les choses ont bien évalué. Il y a 50 ans, on disait que quand on tapait sur l'articulation, il y avait une rigidité de l'os subchondral et que ça allait aggraver le cartilage. Mais c'est totalement... On est revenu de cette conception. Et en fait, on sait très bien que les mouvements et les contraintes adaptées sont très bénéfiques à cet organe. Même nous, médecins éducateurs, quand on est au lit, en fait, on prend des arthromoteurs pour bouger très, très rapidement. Les bienfaits sont indiscutables au long terme et à court terme aussi. Il y a des études où l'exercice est aussi efficace à visée antalgique à court terme que le paracétamol et les anti-inflammatoires sur la douleur et la fonction. Mais alors, les sursollicitations peuvent avoir des effets inverses. Alors, il y a une discordance radioclinique. Bon, j'ai donné un chiffre là qui sort d'une étude, mais en gros, chez les plus de 60 ans, l'arthrose radiographique, c'est d'un tiers de la population. Et l'arthrose symptomatique, c'est 10% de la population. Donc, il y aura bien plus de signes radiographiques que de cliniques. Et les facteurs de risque d'arthrose, c'est l'âge, l'obésité, et pas que à cause du poids. On sait que les obèses, par exemple, ils ont 2 fois plus d'arthrose des doigts que les non-obèses. Le tabagisme, les facteurs biomécaniques, des traumatismes, et puis les maladies rhumato et hémato, bien sûr, les polyarthrites rhumatoïdes, les hémarthroses américaines, les positions, les hémophilies, etc. En pratique sportive, les facteurs de risque, c'est le sport, le haut niveau, le niveau, la longue durée de pratique, et ça, c'est voilà, une revue des facteurs de risque qui sont connus depuis une vingtaine d'années. Dysplasie, dystrophie, ménisectomie, l'âge plus de 30 ans et le début de pratique à un âge avancé. Alors, qu'en est-il en réalité arthrose et sport? Quand on regarde la prévalence de l'arthrose radiographique ou clinique dans les sports en général, alors par exemple pour l'arthrose de hanche, on voit que quand on prend des sportifs, elle est supérieure à la population générale qui sont faits dans d'autres études, mais qu'on arrive à peu près à comparer.
Pour l'arthrose de hanche, pour l'arthrose de genou, c'est pareil. Pour l'arthrose d'épaule, il y a très peu d'études, mais il y a des études chez le joueur de tennis qui montrent que quand même l'arthrose serait supérieure à la population générale. Et dans les chevilles aussi. Et dans les chevilles, la particularité, c'est que presque 4/5 des arthroses sont post-traumatiques. Alors que la hanche et le genou, c'est 1/10. Donc vraiment, l'arthrose de cheville, c'est vraiment quelque chose de post-traumatique. Cette revue de la littérature a étudié 6 sports. Ils ont moyenné foot américain, hand, hockey, tir et lutte. Et en moyenne, chez ces sportifs, il y avait plus d'arthrose que chez les non-sportifs. Tout le monde pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des traumas articulaires, il y avait des vélocités gestuelles qui pouvaient provoquer de l'arthrose, des conflits, comme on a vu, notamment fémoro-acétabulaire, une masse corporelle élevée, par exemple en lutte et en foot américain, et des entraînements avec des poids lourds. Cette étude a regardé l'arthrose chez les footballeurs professionnels. Elle était plus importante, plus on était âgé, plus il y avait d'arthrose, ce qui est logique. Et on voyait bien que la blessure augmentait à peu près par 2 le risque d'arthrose. Et l'arthrose clinique est inférieure à l'arthrose radiographique. Il y avait presque 80% d'arthrose radiographique chez les plus âgés, et elle était supérieure à la population générale. Dans cette méta-analyse de 2022 qui regroupe plus de 600 000 patients, donc le foot, il y a plus d'arthrose, mais si on prend antécédents de blessure versus, il faut prendre en compte les antécédents de blessure, bien sûr, pour un. Chez le militaire, clairement, il y a plus d'arthrose aussi. Et les facteurs de risque, c'était lésions articulaires, le poids élevé de l'équipement, et des facteurs de risque supplémentaires, notamment ils doivent retrouver l'âge, le sexe, l'IMC, c'est pas étonnant, le nombre d'années de service, le service au sol et le grade supérieur. Ça peut donner quelques notions de facteurs de risque, on peut mettre pour le sport. Et après, chez les danseuses et en hockey, il y a plus d'arthrose de hanche et plus de conflits fémoro-acétabulaires comme on vient de le voir. Alors, cette étude est extrêmement intéressante. Elle est relativement récente, publiée dans le BJSM sur plus de 3000 athlètes olympiques à la retraite. Et on voit, alors c'est les petits points noirs, l'arthrose, la prévalence de l'arthrose de genoux, dos, hanches, épaules. Et on voit que les athlètes olympiens ont plus d'arthrose qu'une population comparable, donc ce qui n'est pas spécialement étonnant. L'âge et l'obésité sont associés à l'arthrose et à la douleur. Et c'est là où ça devient très intéressant. Alors déjà, la blessure chez l'athlète olympien augmente le risque d'arthrose retraité. Après une blessure, le risque d'arthrose, vous voyez, dans le genou est multiplié presque par 10, dans la hanche plus que 10, et dans la cheville aussi. Et la douleur aussi. Et si on compare un athlète blessé versus un non-athlète de haut niveau, enfin la population contrôle blessée, eh bien, il y a beaucoup plus d'arthrose chez l'athlète blessé que dans la population normale blessée. Alors, les blessures les plus fréquentes, c'est lésions méniscales, rupture des ligaments croisés antérieurs. Et du coup, c'est ça, en fait, le principal facteur arthrogène chez le sportif, c'est la blessure. Vraiment, par-dessus tout. Et pourquoi encore plus la blessure du sportif? Là, ils émettent des hypothèses dans la discussion. La pression pour revenir après la blessure peut influencer les résultats. La reprise trop précoce, la rééducation mal faite, etc. Ou des blessures peut-être plus graves. Alors, est-ce que le niveau ou la quantité de sport donne de l'arthrose? Alors, revue de la littérature qui date d'une petite dizaine d'années. Donc, on retrouve encore un risque important d'arthrose chez l'athlète dans la plupart des sports. Le risque était plus élevé chez le footballeur, mais plus faible chez le coureur. Bon, ce ne sont pas étonnants quand on ne prend pas lésions méniscales, rupture de ligament croisé. Je viens de vous dire que c'est un facteur majeur, donc il faut le prendre en compte. Alors, après, quand on regarde le niveau,
En foot, le niveau augmente le risque a priori d'arthrose. Et chez le coureur, c'est vraiment parmi ceux qui courent le plus. Par exemple, il y a 2 études qui montraient qu'un kilométrage à rythme plus élevé était associé à une plus grande prévalence de l'arthrose. Mais si c'est plus de 90 minutes, ouais, si on court plus d'une heure et demie, quand on court plus de 100 km par semaine. Donc c'est vraiment courir énormément. Sinon, si on court moins que ça, ça augmente pas vraiment l'arthrose. Alors, course à pied et arthrose. Est-ce que la course à pied provoque de l'arthrose? Alors, on voit qu'il y a dans des modèles animaux, quand on fait des marqueurs sériques, des modifications après l'activité physique, mais bien sûr que modification ne veut pas dire détérioration, parce que par exemple, quand on fait de la musculation, on détériore. Quand on fait travailler son cœur, ben, on voit des choses, et puis c'est pas pour ça que c'est néfaste. La résistance biomécanique du cartilage est franchement supérieure à ce qu'on peut faire en course à pied. Et il y avait beaucoup d'études pas très bien faites, discutables, où on voyait que globalement, il n'y avait pas vraiment de signes cliniques ni radiographiques d'arthrose plus importants chez le coureur. Par contre, il y a des ostéophytes et des osseocontactions bien plus fréquents. Mais encore une fois, un ostéophyte, c'est pas de l'arthrose, et du coup, il faut regarder la clinique et la fonction. Quand on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau des radios, donc ça, c'est une méta-analyse qui reprend 43 articles. Là, le tableau, il faut regarder les colonnes. On voit à gauche, c'est immédiatement. La deuxième colonne, c'est le même jour. Après, c'est la semaine. Après, c'est un mois, etc. Égal, ça bouge pas. La flèche en bas, c'est diminué. Et on voit qu'en fait, le volume du cartilage, il est diminué juste après. Mais à moyen et long terme, en fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune modification du cartilage, même après un jour ou deux. Les couleurs, c'est le niveau de preuve. Et on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Cette étude sur plus de 100 000 personnes montrait que les athlètes loisirs récréatifs avaient en moyenne 3,5% d'arthrose sur des populations comparables en dehors du fait de courir. Les non-coureurs, 10% d'arthrose. Et les compétiteurs, c'était pas statistiquement significatif, 13%. Donc globalement, courir a l'air de protéger de la course à pied. Mais alors on se pose la question si on a déjà de l'arthrose. Bah, en fait, on n'a aucune preuve pour dire que courir aggrave l'arthrose. Ils vont même plutôt mieux. Les gens qui courent et qui ont de l'arthrose que ceux qui courent pas. Peut-être juste que y a une étude qui montrait que le cartilage peut-être récupère pas aussi rapidement. Et il y a un auteur qui suggérait d'avoir une récupération un peu plus importante que ceux qui souffrent pas d'arthrose. En tout cas, c'est évident que compte tenu des avantages considérables pour la santé associée à la course à pied, il n'est pas judicieux de dire à un coureur souffrant d'arthrose qui gère ses symptômes d'arrêter ou de réduire sa participation à la course à pied. Vous avez eu sport santé, mais si quelqu'un court et du coup il arrête le sport, vous lui filez des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, etc. Et même si on devait aggraver les choses, parce qu'en fait on les aggrave pas, c'est quand même, il faut vraiment pas arrêter la course à pied. Et c'est ce que dit la Société française de rhumato. Et dans la revue de la littérature en bas de page, il montrait que la course à pied diminuait par 2 les interventions chirurgicales dues à l'arthrose. Et cette étude que j'ai gardée en dernier, qui date déjà d'il y a 10 ans, ont étudié 100 000 patients sportifs. Je crois qu'il y avait un tiers qui avait fait un marathon dans les 5 ans qui précèdent. Et ils les ont suivis pendant plusieurs années. C'était 6 à 10 ans. Et en fonction de la dépense énergétique en marchant ou en courant, ils ont regardé l'arthrose clinique, radiographique et les prothèses de hanche. Alors, le tableau en bas, c'est l'arthrose clinique, radiographique. Et les colonnes, c'est la dépense énergétique. Et on voit que, alors, en noir, c'est de la marche. Et en blanc, c'est de la course à pied. Donc, on voit grosso modo que plus on dépense d'énergie en marchant et en courant, moins on a d'arthrose. D'autant plus si cette même dépense énergétique, on la fait en courant. Donc, par exemple, sur le tableau de gauche, faire 1 heure à 1h30 de marche par jour diminue à peu près de 25% l'arthrose. Et 45 minutes de course à pied par jour, enfin une demi-heure à 45 minutes, diminue de 25% l'arthrose. Et
Sur le tableau de droite, on a la prothèse de hanche. Et en gros, courir 30 à 45 minutes de course à pied par jour, donc c'est à peu près 1 heure tous les 2 jours, diminue par 2 le risque de prothèse de hanche. Donc non seulement ça ne l'aggrave pas, ça le protège, et ça le protège de manière considérable. Parce que c'est tout facteur confondu par ailleurs. Donc en gros, on ne court pas, on garde les mêmes choses, on dit qu'on court, 6-8 ans plus tard, on a 2 fois moins d'arthrose et au moins 25-30% de moins d'arthrose. Clinique et radiographique. Donc la course à pied protège de l'arthrose. C'est indiscutable. Indiscutable. Encore une fois, alors je ne vais pas, voilà, non, ça c'était une méta-analyse, 17 études, voilà, niveau 2, 3 et 4. Coureurs versus non-coureurs, ils ont fait en sorte des gens de 56 et 60, enfin une soixantaine d'années. Chez les non-coureurs, la douleur au genou était plus importante. Il n'y avait pas de différence d'arthrose radiographique et il y avait moins de prothèses chez le coureur. Alors, qu'est-ce que pense le grand public et le soignant? Bon, vous pourrez vous amuser à lire chacune des questions, mais globalement, le grand public pense que la course à pied, surtout si c'est fréquent, etc., a l'air de donner un peu d'arthrose. Et les soignants ne sont pas au courant du discours que je viens de vous donner. Et ils ont quand même un peu peur. Ça se passe mieux chez les soignants, mais ils ont un peu peur de faire courir. Ils disent que si c'est trop long, etc., ça va mal se passer. Voilà. Alors en ultra, puisque on étudie ça à La Réunion, on avait regardé les douleurs articulaires, le gonflement et les douleurs musculaires juste après le grand raid ou la mascareigne. Et on voit qu'on a, alors par exemple, les douleurs articulaires, en violet, c'est la diagonale des fous. J1, J2, il y a plus de la moitié, J1, J2, J3, plus de la moitié des coureurs qui ont mal au niveau des articulations. Et des gonflements articulaires aussi ressentis par questionnaire, qui diminuent au bout d'une ou 2 semaines. Au bout d'une ou 2 semaines, on n'a plus rien. Donc, on a bien douleur et gonflement. Et en gros, dans la diagonale des fous, on a plus de douleur articulaire et moins de douleur musculaire que la mascareigne qui provoque plus de douleur musculaire et moins de douleur articulaire, ce qui peut être un peu logique. On prend plus sur articulation, plus c'est long. Là, ils ont fait une étude radiographique après un ultra en Afrique du Sud de 80 km et il n'y avait pas de problème radiographique. Et cette étude en bas confirme les choses. Si on s'amuse à faire des scintilles, on voit que la scintille fixe sur les douleurs articulaires, osseuses et musculaires. Et c'est lié à la douleur et après un ultra, on a mal. Et si on fait un ultra de 4500 bornes, en fait, il y a une grosse équipe de recherche qui a pris des sortes de grosses boîtes et qui ont fait des études sur tous les organes, notamment les articulations. On a vu que même sur des marches de 4000 km qui ont duré bien sûr, c'était 9 semaines. Et en fait, au début, il commençait à y avoir la première moitié, donc ça dure quand même un mois. Non, oui, un mois. Et du coup, ça augmente un petit peu les signaux cartilagineux et puis après, ça se stabilise. Et in fine, il n'y a pas de problème articulaire. Et même ceux qui avaient des lésions articulaires, ça ne s'aggravait pas au fil du temps. Sur l'UTMB, ils avaient regardé si les facteurs de corrélation de l'arthrose. Donc l'arthrose est corrélée à l'âge, plus on est vieux, plus on a arthrose, aux antécédents rupture ligament croisé et d'entorse de genou. Mais c'était pas lié à l'ancienneté de pratique de course à pied, c'est du trailer, ni au kilométrage hebdomadaire, ni au volume horaire hebdomadaire. Donc grosso modo, c'est un rôle protecteur. C'est très bon pour la santé. Non, j'espère que vous en doutez pas. La course à pied, ça protège. Peut-être qu'en compétition, dans certains cas, ça peut aggraver, mais on revient à un niveau de coureur. S'il n'y avait pas de macro-traumatisme, on ne sait pas très bien, les sportifs au contact, ça se discute, mais plus le niveau de compétition est haut, donc on peut supposer que niveau national, international, même sans macro-traumatisme, ça aggrave le risque d'arthrose. Et dès que de toute façon, le risque de lésion méniscale, rupture ligament croisé est important, du coup là, ça compte le risque. La Société française de rhumato dit, l'idée, vélo, natation, musculation, c'est extrêmement bénéfique. On peut courir, on peut faire du sport. L'idée, c'est de pas se faire mal. Mais de toute façon, même si on a mal, on est rhumato, on s'occupe de l'articulation. Mais franchement, le sport est tellement bénéfique pour la santé que vraiment, ayez une vision globale du patient et ils incitent à faire du sport. Mais idéalement, essayer de pas se faire mal, ça peut être un bon signe et ça dépend de tout un chacun.
L'arthrose post-traumatique, on avait vu, c'était 80% d'entorse de cheville, mais c'est 10% des arthroses de genoux et de hanches. Mais l'intérêt, c'est que déjà, ça touche plutôt des sujets jeunes. Et en plus, on peut faire quelque chose s'il n'y a pas de macrotraumatisme. Du coup, on prévient l'arthrose. Ça, c'est intéressant. C'est surtout lésion du ligament croisé, lésion méniscale, instabilité glonumérale, luxation de rotule ou instabilité de cheville. Alors, il ne faut pas opérer les ménisques dégénératifs. Ça sert à rien, c'est néfaste, ça aggrave l'arthrose et il n'y a aucune efficacité. Donc, on n'opère pas les ménisques dégénératifs que j'appelle ménisque arthrose. Et du coup, on oublie l'imagerie. C'est pas parce que à l'IRM, on a un peu de trous dans le cartilage et des ménisques abîmés. C'est ménisque arthrose, c'est la même physiopathologie. Les cellules vont pas très bien, le liquide ne va pas très bien. Voilà. Et vraiment, il faut pas l'opérer. C'est clair et net et c'est pas les bonnes pratiques. Dans le ménisque traumatique, ça se discute. Il y a des indications, peut-être ça aura lieu d'un cours, et les indications, elles sont là. Donc, idéalement, on suture, on évite la mastectomie, on la fait la plus partielle possible, et parfois, on peut ne pas opérer. Quand on s'est rompu les ligaments croisés, donc il y a des facteurs de risque bien connus, le niveau, le sport, surtout sport pivot contact, le sexe féminin, voilà. En fait, quand on s'est rompu les ligaments croisés, d'autant plus s'il y a une lésion méniscale, on aura de l'arthrose plus tard. En raison de facteurs structurels, le cartilage des ménisques qui peuvent être atteints, l'os aussi, de facteurs biologiques, de facteurs neuromusculaires. On peut perdre j'ai passé ma thèse moi dessus, comme je disais, mon rapporteur c'était le professeur Fab qui vient d'intervenir. Et du coup, on perd des mécanorécepteurs au niveau du ligament croisé. Et du coup, on perd, donc il y a bien des facteurs neuromusculaires et proprioceptifs et des facteurs mécaniques. Et à la fin, ça aboutit à l'arthrose. Alors clairement, après rupture du ligament croisé, d'ailleurs pour parler de ma thèse après le CERF de Cap-Breton, j'avais fait un groupe bon, c'est-à-dire ils avaient des douleurs inférieures à 3 et des fonctions supérieures à 70%. Un groupe moyen, ils avaient des fonctions inférieures à 70% ou des douleurs supérieures à 3. Donc pour un sportif de haut niveau, c'est pas génial. Et le groupe et un groupe rupture, après le CERF au Cap-Breton, il y avait un tiers. Donc ça va pas bien après rupture ligament croisé. Ça se dit pas trop comme ça brutalement aux sportifs. Ça se dit pas trop non plus dans les grands centres de médecine du sport parce qu'on a tous envie de dire que allez ça va bien quand même. Mais globalement la littérature ça ressort. Donc regardez les chiffres de la littérature, regardez pas allez on opère et ça va bien et vous reprenez. Donc gros taux d'abandon, performance diminuée, grosse douleur, voilà les chiffres ils sont là. Hein. Lésion méniscale et l'arthrose, en gros, 10 ans après rupture du ligament croisé isolé, c'est 10% d'arthrose. Et s'il y a le ménisque associé, c'est 20 à 50% d'arthrose 10 ans plus tard. La ligamentoplastie ne prévient pas l'arthrose. Alors pareil, en 2010, j'ai passé ma thèse. J'apprenais par cœur, on n'opère pas une laxité, on n'opère pas une rupture, on opère une instabilité. Je récitais ma thèse et 15 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on opère des ruptures et des laxités. On n'opère pas de laxité, on opère une instabilité. Bon, maintenant, il y a plein de littérature. Et du coup, en fait, même parmi, alors les plus hauts niveaux, c'est discutable, mais parmi les sportifs, notamment de pivot contact, l'option rééducative est une option qui n'est pas inférieure au traitement chirurgical. Donc, en tout cas, la ligamentoplastie ne prévient pas l'arthrose, n'a jamais prévenu l'arthrose. Il n'y a pas de restauration complète de la myopénicité normale, ça ne diminue pas l'inflammation. Il y a peut-être une reprise trop précoce aussi. Et peut-être que du coup, alors en fait, quand on est rupture du ligament croisé isolé, faut prendre tout en compte bien sûr, ça fait le tout. Hein. On peut rééduquer et si c'est instable, on opère. En fait, c'est un ou bien opérer d'emblée. Et a priori, quand on fait rééducation puis chirurgie, on aurait moins d'arthrose. Alors, il y a une dizaine d'études bien conduites actuellement. La plus connue et la plus ancienne, et celle qui a fait le plus de publications et du coup du suivi le plus long, c'est l'étude Canon. Donc, ils avaient pris des sportifs, Tegner 5 à 9, donc 9 c'est sport pivot contact au niveau national, voire international. Et 5 c'est sportif, en tout cas compétiteur. Donc des sportifs, hein, voilà, c'est pas... Et du coup, ils ont fait 2 groupes comparatifs. S'il y avait des lésions méniscales ou cartilagineuses, ils les ont exclus, hein. Donc, rupture du ligament croisé, plus ou moins toute petite lésion méniscale. Soit chirurgie, soit rééducation d'emblée. À 2 ans, la fonction est la même. Et du coup, il y avait la moitié des gens rééducation d'emblée dans les 2 ans qui suivent qui se sont fait opérer. Et c'est là où on dit, s'il y a les JO dans 1 an, il vaut mieux t'opérer maintenant et comme ça, tu feras les JO dans 1 an ou dans 1 an et demi. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas si ça va arriver. Mais de toute façon, quand on fait une revue de la littérature sur ces 10 études-là, en gros, le taux de re-rupture quand on fait traitement rééducatif, quel que soit le sport, c'est 15 à 50%. Jamais il y a plus de 50% d'instabilité quand on fait traitement rééducatif d'emblée. Mais le traitement rééducatif, en gros, c'est la même rééducation quand on a opéré. C'est de la rééduc, c'est pas rien, c'est de la rééduc. Donc là, c'est ce qu'on voit dans l'étude. La fonction est la même.
Il n'y a pas de différence entre chirurgie précoce, chirurgie retardée ou traitement conservateur sur le taux D1 et ni sur l'arthrose radiographique. Ce n'est pas statistiquement significatif, mais si vous vous amusez à regarder, là, early reconstruction, c'est ceux qui se font opérer d'emblée en fait. Par exemple, sur un compartiment fémoro-tibial ou fémoro-patellaire, c'est 15 à 25% d'arthrose. Alors c'est plutôt moins de 10% dans le groupe rééducatif. Mais il n'y a pas assez de patients. Enfin, en tout cas, on ne peut pas faire dire le contraire. C'est plutôt l'inverse, mais ce n'est pas statistiquement significatif. On est en train de voir. C'est pareil dans cette étude-là. Par exemple, quand on a opéré direct, le re-rupture, il y en avait 4. Dans le groupe, il y en avait 2. Alors, on ne peut pas faire de stats. C'est bien 2 fois plus que 2. Pareil pour la rupture contralatérale. Il y avait 3 ruptures contralatérales. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est beaucoup plus à risque de rupture quand on s'est rompu parce que les facteurs de risque sont les mêmes. Mais la chirurgie ne prévient pas la rupture. Et quand on regarde à la radio, en fait, chirurgie ou pas chirurgie, il n'y a pas moins de radio. Alors, le ligament croisé cicatrise. Dans toutes les études qui ont été faites, ils ont pris des gens et ils ont regardé au bout de 2 ans si ça cicatrisait. Le taux minimal de cicatrisation, quel que soit le protocole, il est au moins de 50% du ligament croisé antérieur. Je me répète, si vous avez autre chose, le ligament croisé antérieur cicatrise. Dans toutes les études qui ont regardé si ça cicatrisait, le taux minimum de cicatrisation au bout d'1 an ou 2 est de 50%. Là, ils ont fait une étude précoce. Au bout de 6 semaines, c'est 15% de cicatrisation. Oui, j'ai une question. Pardon, une rupture complète. Non, mais c'est des ruptures complètes dont je parle. Des ruptures complètes, c'est 50% minimum de cicatrisation. Alors, en Australie, ils ont un peu capté ça il y a 2-3 ans. Maintenant, ils immobilisent pendant plusieurs semaines à 90 degrés. Du coup, ils se débrouillent pour faire la toilette et voilà. Et du coup, ils ont 90% de cicatrisation. Le protocole Nolé, c'était 85% de cicatrisation. Et là, dans le groupe Canon, qui date d'il y a 15 ans, du coup, ils ont fait un groupe, je vous avais dit chirurgie, un groupe rééducation. Si instabilité, on opère. La moitié, là, ils se font opérer. Et du coup, il y a un quart qui reste, qui est rééduqué, qui n'a pas été opéré. Et du coup, dans ce qui reste, qui n'a pas été opéré, il y a 16 sur 30, 53% de cicatrisation. Et dans ce groupe cicatrisation, on ne peut pas faire de stats, mais en tout cas, c'est le groupe vert, c'est celui qui est le meilleur non statistiquement significatif. En gros, c'est kiff-kiff. Mais c'est vraiment pas moins bien. Et le risque d'arthrose, c'est pareil, c'est à peu près kiff-kiff. On ne peut pas faire de stats, mais on a l'impression que globalement, en tout cas, par exemple, dans le groupe chirurgie, c'est 15 et 24% d'arthrose. Et dans le groupe cicatrisation, c'est 14 et 7% d'arthrose. Donc beaucoup moins. Mais on ne peut pas faire de stats. Qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Alors le traitement, c'est sûrement pas piqûre, injection et puis chirurgie, comme j'étais en train de vous dire. Ouais, 7 minutes. C'est prise en charge individualisée, renforcement, exercice, on limite le poids, on n'est pas en surpoids, plus ou moins être technique. Et ce qui marche le mieux dans les traitements non pharmacologiques, c'est le renforcement musculaire. Et qu'est-ce qui marcherait le mieux comme protocole si on doit faire des grosses moyennes en renforcement musculaire? C'est 30 à 60 minutes, 3 fois par semaine, pendant 8 à 12 semaines. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui ressort. D'abord les exercices, c'est clair. Voilà, ce type d'exercice, on fait la preuve de leur efficacité. C'est surtout moyen fessier et quadriceps qu'on renforce. Bon, si on s'amuse même à comparer moyen fessier, ça marche un peu mieux quadriceps. J'ai l'habitude de le dire parce que renforcer les muscles de cuisse, ça peut faire un peu mal. Il me dit, ouais, fente, squat et tout. Mais du coup, moyen fessier, ou les grands fessiers, si on fait une chaîne ouverte, en fait, ça fait pas mal. On a le pied dans le vide. Voilà. Le renfort, vous avez bien dit que c'était énorme facteur de prévention des blessures. Et le renfort, de toute façon, quand on est un sportif, ça améliore les performances. Encore une fois, là, c'est indiscutable. Faire du renfort plutôt avec des grosses charges et in fine, quand on est vraiment au niveau international, on se rapproche du geste sportif. On améliore. Bon, alors du coup, je pense qu'en rugby, ils vont pas se poser la question. En lutte et en judo, j'y connais pas grand-chose, mais je suis pas entraîneur. Ça me paraît, ils en sont tous. Mais en endurance et en ultra-endurance, en course à pied, en natation et en vélo, ça améliore l'économie de course grosso modo de 20%. Et du coup, ça améliore, par exemple, un temps au 10 km de quelqu'un qui fait 40 minutes de 1 ou 2 minutes. Donc, ça améliore les performances. Donc, ça a un interne. Donc, faites faire du renfort. Parce qu'on améliore l'économie de course, on ne modifie pas son VO2 max. Alors, chez le militaire, le risque d'arthrose, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'études chez les militaires. En améliorant la condition physique et la force musculaire, meilleure sa condition physique, moins on se blesse pour les mêmes sollicitations. C'est pour ça que le rugbyman, il fait plein de muscles, le militaire doit faire pareil. En minimisant les blessures articulaires, c'est logique. Et en diminuant les charges.
Et du coup, alors on prévient les blessures, c'est un autre sujet. On diminue la pression, on diminue les charges dans tous les sens du terme. Bon. Non, bah on diminue les charges physiques. Trop de charge mentale n'est pas bon d'ailleurs. Alors, il y a autre chose. Chez les sportifs de haut niveau, quand ils se blessent, on a vu que la blessure donnait bien plus d'arthrose que chez le non-sportif. D'autant plus si le niveau de compétition est élevé. Parce qu'il y a une pression au retour, il y a de la dépression, et il y a des injections et un retour au sport peut-être un peu trop rapide. Et ça aggrave l'arthrose. Et du coup, pour prévenir l'arthrose, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et on gère le poids, parce que les footballeurs, les rugbymen et les cyclistes, quand ils ont 50 ou 60 ans, ils ne sont pas spécialement minces. Les compléments alimentaires, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Revue de la littérature, ils sont tous, vous pouvez retrouver la diapo, c'est intéressant. Il y a douleur et fonction court terme, moyen terme et long terme. Voilà, bon, moi je regarde plutôt long terme. Ça marche peanuts, mais un tout petit peu. Vitamine D, chondroïtine, sulfate, etc. Bon, vous pouvez ne pas en donner. Les corticoïdes, bon, voilà les recommandations. L'acide hyaluronique, quand même, là j'ai pris toutes les méta-analyses en vert. C'est celle qui méta-analyse dit oui, plutôt d'acide hyaluronique de l'arthrose de hanche, de l'arthrose de genou, ça marche. Et rouge, méta-analyse, non, ça marche pas trop. On peut discuter, mais peut-être ça marche. PRP versus acide hyaluronique. 1, 2 ou 3 injections dans cette méta-analyse. PRP est supérieur à l'acide hyaluronique. Encore une fois, ça fait un topo. Revue de la littérature sur acide hyaluronique et arthrose, ça se discute, mais versus rien, ça marche mieux, c'est sûr. Versus sérum phi, probablement que oui. Mais là, ils disent dans cette méta-analyse que 80% de l'efficacité hyaluronique, c'est l'effet placebo ou voilà. Donc, ça peut se discuter. PRP versus acide hyaluronique, là, dans les LODA, ils montrent franchement une meilleure efficacité du PRP. Voilà. Donc, genou, PRP marche, je pense qu'on peut dire oui. Acide hyaluronique marche, oui. Cheville, on peut discuter les choses. Acide hyaluronique, discutable. PRP, on peut y croire. Hanche, dans cette méta-analyse, ils disent que l'acide hyaluronique peut marcher. En fait, en moyenne, on peut moyenner et dire que ça ne marche pas, mais on peut trouver des études où on montre que ça marche. Voilà pour acide hyaluronique. Et là, il n'y a que 4 études comparatives PRP versus acide hyaluronique et peut-être que PRP marcherait mieux. Donc, on ne sait pas. Alors, moi, dans mon UF, je fais du PRP, même depuis 2012. Et j'ai demandé juste à mon interne de téléphoner 6 mois et 2 ans après pour en faire sa thèse. Et j'avais des arthroses, allez, on va dire de genoux. J'avais 10 LODA, mais ça a bien marché, mais on ne peut rien en dire. Mais j'avais 60 patients sportifs. Ils faisaient dans 80% des sports en charge. Et j'avais bétonné la rééducation. J'avais déjà fait acide hyaluronique dans 80% des cas. Et j'ai rajouté des PRP. Et du coup, ils partaient avec une EVA à 8 ou à 7-8. Ils faisaient 1 ou 2 heures de sport au début. Et 6 mois et 2 ans après, ils avaient repris 8 heures de sport. Et ils avaient une EVA à 2. Alors, c'est pas comparatif. Mais ça m'a fait dire, alors qu'au tout début, en 2012, je dis, ouais, faire de la recherche, si ça marche pas trop. Au congrès, parce que j'avais 180 secondes pour intervenir, ouais, ok, j'y crois. Sport et prothèse, je me prends 5 minutes pour essayer de finir. Bon, prothèse, alors dans le Lancet 2007, ils disaient c'est l'opération du siècle. Ça augmente, vous voyez la courbe à droite, c'est les États-Unis. On en fait de plus en plus, ça marche de mieux en mieux, les techniques progressent, enfin, c'est un truc qui progresse en médecine. Alors, pourquoi on reprend ? Ça dépend du patient, ça dépend de son sport, de son état de santé, de ses attentes, etc. C'est une évidence. Ça dépend bien sûr du chirurgien et de son avis, parce que si vous dites c'est interdit, vous ne reprenez pas. Et si vous dites allez-y à fond, ça influence énormément. Et ça dépend de la technique chirurgicale et de l'implant. Alors, si on ne bouge pas, il y a un risque de décèlement précoce et d'une ostéo-intégration insuffisante. Bouger, c'est bon pour l'os. Et la prothèse qui va avec. Et l'activité physique, s'il y en a trop, ça fait une usure du polyéthylène et un décèlement tardif. Il y a un risque de traumatisme, de fracture et de luxation quand on fait du sport. Et il y a un risque de réduction de survie de l'implant. Alors, ça, on le sait parce que depuis longtemps, il y a des études biomécaniques qui ont été faites à la marche, à la course, en sautant, etc. Et il y a beaucoup plus de contraintes sur les prothèses, des contraintes mécaniques, en gros des newtons, quoi. Quand on marche, et plus on va vite, plus voilà. Quand on fait du vélo, quasiment pas. Tout ça, c'est logique. Et footing, oui.
il y a des contraintes supérieures, d'autant plus qu'il y a des contraintes importantes. Et puis, en fait, on fait énormément de foulées, des milliers de foulées. Et golf et tennis, pas trop. Et tennis en double, c'est toujours beaucoup moins risqué que le tennis en simple. Et les compètes sont toujours beaucoup plus risquées que pas les compètes si vous aviez un doute. Alors, le taux de survie maintenant des prothèses est de 90% à 10 ans. Ça a énormément progressé. Et les déchets dans les 10 ans, c'est décèlement, infection, et après raideur et autres. Et alors, il y a un risque infectieux plus important chez le sédentaire et un risque mécanique plus important chez l'actif. Bon, en gros, l'activité physique est extrêmement bonne pour les systèmes immunitaires. Bah, si on marchait 2 heures, je crois, dans les 2 ans qui précédaient le Covid, on avait 2 fois moins de risque de choper le Covid, d'être infecté, de faire de l'arrêt et même de mourir. Et le risque, quand on respecte les recommandations de l'OMS versus ne pas les respecter, d'infection pulmonaire basse pour le sport santé, c'est moins 70% d'infection respiratoire. C'est la recommandation de l'OMS versus pas recommandation de l'OMS, vous c'est moins 30% de maladies cardiovasculaires. Mais c'est moins voilà. Donc le système immunitaire, c'est extrêmement bénéfique, le sport, mais en faire beaucoup trop, genre après un grand raid, dans les 2-3 jours qui suivent, on a des défense immunitaire raplapla, et je suppose qu'après les JO, quand on achète les compètes, etc., on est raplapla, d'autant plus si on mange mal, qu'on a un raid S ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est bon, et du coup, c'est pour ça, quand on bouge, en fait, on a moins de risques infectieux, notamment pour ça, même si, ça se discute, c'est logique. Alors après, maintenant, ils ont une longévité de plus de 20 ans, les prothèses, et il y a une amélioration des matériaux et des techniques. Par exemple, l'usure prématurée du polyéthylène, dont vous entendez parler certains chirurgiens, et en fait, c'est plutôt les anciens polyéthylènes. Maintenant, ils disent, je suis pas chirurgien, je suis médecin éducateur, vous le savez, que les nouveaux matériaux permettent une diminution majeure de l'usure. Alors, là, il y a une étude comparative entre des gens qui font des sports avec impact, donc foot, ski, tennis, arts martiaux versus peu d'activité. Et du coup, ceux qui faisaient du sport, avaient une meilleure fonction. Mais par contre, on voyait que, par exemple, 15 ans plus tard, il y avait 80% de survie de prothèse versus 93 chez non-actifs. Du coup, il y avait plus de reprises chirurgicales chez le sportif. Mais une meilleure fonction chez le sportif. Alors, qu'est-ce qu'on met? Tous discutent, il faut prendre l'avis d'un chirurgien, tout simplement. Bon, on se dit que chez le sportif, si le risque traumatique est important, la voie antérieure, on pourrait peut-être la privilégier. Plutôt du mini-invasif, on va moins délabrer les muscles et les structures anatomiques qui sont devant. Et le resurfaçage, il y a moins de risque de luxation. Il y a une optimisation des transmissions de contraintes. Il y a une préservation du capital osseux dans lequel il y a des récepteurs proprioceptifs. Et il y a une excellente stabilité du resurfaçage. On aurait tendance à le privilégier. Mais quand on regarde les études, il y a des meilleures fonctions chez ceux qui ont resurfaçage versus pas resurfaçage. Mais là, par exemple, dans cette étude, ça ne change pas grand-chose. En gros, ceux qui avaient resurfaçage, ils avaient eu CLA7, c'est qu'en gros, ils participaient régulièrement à des sports actifs genre vélo. Et ceux qui faisaient prothèse totale de hanche, participent régulièrement à des activités type natation, activités domestiques. En gros, la différence entre les deux, elle était pas si énorme que ça, et ça a surpris un peu les chirurgiens et les auteurs de l'étude. Voilà. Là, là, c'était pareil, mais par contre, quand on regarde vraiment les sports à haut impact, il y avait plus de sportifs à haut impact qui avaient des resurfaçages. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'ils pouvaient ou est-ce que c'est parce qu'on a décidé avant? En fait, on n'en sait rien. Pour le genou, alors, est-ce qu'on fait une ostéotomidiale valgisation, une prothèse unicompartimentale? J'allais dire, la question ne se pose pas, puisqu'en fait, l'ostéotomie tibiale de valgisation, c'est quand on est jeune. Les chirurgiens n'aiment pas mettre les prothèses qui durent 10, 15, 20 ans, mais bon. L'activité sportive est intensive. Il n'y a pas d'arthrose majeure pour le chirurgien. Et la prothèse unicompartimentale, c'est patient plus âgé, il ne faut pas de surcharge pondérale. C'est pas vraiment les mêmes indications. Est-ce qu'on peut faire du sport après prothèse? Ça, faut l'apprendre par cœur. Ça tombe en QCM. Non, je plaisante. Voilà, c'était une bonne blague. C'était pour vous dire que les recommandations en 99 puis en 2005 ont évolué en faveur de l'activité sportive. On en fait de plus en plus. Donc voilà. On va vers les plus récentes. Donc les plus récentes pour la hanche, vous pourrez regarder. En rouge, c'est plutôt. Alors en vert, c'est conseillé. Donc par exemple, pour le mettre en mots, les sports sans impact et à faible puissance comme natation, vélo sont généralement autorisés. Bon, mais franchement, c'est conseillé. Le golf et le tennis en double restent les activités le plus recommandées. Le jogging n'est pas considéré comme un facteur de défaillance de l'implant à court terme, mais une analyse à long terme est nécessaire.
Et les sports de contact et à fort impact comme foot et basketball ne sont pas recommandés. Voilà. Pour les prothèses de genoux, c'est à peu près pareil. On recommande golf, vélo, marche. On peut, si on a de l'expérience, la rando, le tennis en double, un peu de ski. Et on recommande pas trop le basket, la course à pied et le foot. Si on demande aux patients, c'est quoi le facteur de reprise du sport? En 1, il nous dit c'est la coordination, c'est-à-dire son expérience. En gros, si on sait bien jouer au foot, ça se passe mieux, voilà. Et le risque pour lui, le patient, il a peur des fractures, des luxations et à la fin de l'usure. Les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que c'est ce qu'on a de mieux, quand même. Eh ben, ils disent qu'on peut reprendre dans les 3 à 6 mois. La moitié recommande des sports à haut impact si l'entraînement est adéquat. Et il y a 5% même qui recommandent la reprise des sports à fort impact sans limitation. Il n'y a pas de préférence de technique chirurgicale. Voilà. Donc ça se discute. Alors, après, une fois qu'on a posé la prothèse de genou, c'était des prothèses totales de hanche. Ils avaient un score de... Alors, ils étaient mieux après la prothèse qu'avant. Et ceux qui allaient pas bien, c'est ceux qui avaient pas des bonnes amplitudes. En gros, flexion inférieure à 125 degrés après une prothèse, c'est clair que le pronostic sportif, il n'est pas bon. Voilà, ils arrivent à reprendre. Les hommes, notamment âgés, ils sont plutôt plus contents que ce que penseraient les chirurgiens. Et il y a 15% des gens, quand on regarde, qui ont repris des trucs non recommandés, des trucs de force, et ça se passe bien en fait. Après, le prothèse de hanche, en général, ils reprennent à 3 mois. Et les prothèses unicompartimentales, ils reprennent plus que les tricompartimentales. Voilà, ça va être les 3 dernières diapos, mais celle-là, elle est vraiment très intéressante. Ils ont comparé des prothèses totales de hanche. Ils ont comparé chez des patients qui avaient des prothèses totales de hanche, des actifs, 1000, à des non-actifs, et les ont appareillés en fonction de l'âge, du sexe, de l'IMC, des comorbidités. Alors, les actifs, je vais dire les sportifs, ils s'attendaient à un retour à la normale plus important que les non-actifs. Ils avaient plus d'attentes, quoi. In fine, les 2 tiers sont satisfaits. Mais quand on regarde la participation aux activités physiques et sportives, en fait, les inactifs, il y a plus des 2 tiers qui en faisaient plus après la prothèse, tandis que les actifs, il n'y a que 1/4 qui en faisaient plus. Parce qu'ils en faisaient plus à la base. Mais en gros, je vous dis, pour prendre un exemple et leur exprimer, en gros, quelqu'un, il fait de la marche un petit peu, il a une prothèse de genou, après, il marche plus. Tandis que quelqu'un, il court, il a une prothèse de genou, il court pas plus. Et le taux de complication était similaire, le taux de reprise a été similaire, mais on a un taux de révision plus élevé chez les actifs. Donc, plus de risque de traumatique. Et après, le taux de complication était similaire, encore une fois, parce que du coup, il y avait moins de risques infectieux. Enfin, les autres complications non traumatiques étaient supérieures chez l'inactif. Après prothèse de hanche, les patients sont satisfaits. Ce qu'ils font, c'est en général indépendant des conseils de leur chirurgien. Donc voilà, on peut regarder le pourcentage et tout, mais on sait que... Et il y a une corrélation, pas vraiment avec des facteurs, alors encore moins des facteurs radiographiques. C'est corrélé à la fonction préopératoire. Mieux on va avant, mieux on va après. La motivation, plus on est motivé, ce qu'on voit dans le ligament croisé, premier facteur de reprise, plus on en fait. La durée des symptômes, plus ça dure longtemps, moins on en fait. Et la satisfaction post-opératoire, voilà. Donc c'était ça. Et pourquoi est-ce qu'ils font pas de sport? 1, parce qu'ils ont peur. 2, parce qu'ils ont peur, ils veulent éviter l'usure. 3, parce qu'on leur recommande, les chirurgiens leur disent de pas faire. Et 4, dans 15% des cas, à cause de la raideur ou de la douleur. Donc en fait, c'est vraiment des facteurs
de recommandations et cognitifs ou psychologiques du chirurgien et du patient. Et c'est les principaux facteurs. Je finis avec les deux dernières pauses sur la course à pied et l'ultra trail. Est-ce qu'on peut faire de la course à pied après des prothèses de hanches? Oui, là il y avait énormément de 800 hanches. Alors il y en avait 33 qui faisaient du footing en pré-op et du coup et 23 en post-op. Et du coup, ils ont continué à courir, genre 1 à 7 fois par jour, 5 à 90 minutes. Donc en gros, ils ont continué leur session de course à pied. Un suivi à 5 ans, donc de ces coureurs, là, c'est ces 30 coureurs qui ont eu des prothèses de hanches, aucun ne s'est plaint de douleur. Il n'y a pas eu d'élévation des ions cobalt et chrome. Il n'y a pas eu de décèlement, de migration anormale, de composants ou d'usure excessive dans les 50 suivis. Et pourquoi ceux qui faisaient du footing ont arrêté? Parce qu'ils étaient anxieux. Il y avait quand même des douleurs et une diminution d'amplitude des mouvements, une faiblesse musculaire. En ultra, alors, nous, à La Réunion, on a fait une étude, enfin, nous, Romain Léonard a fait sa thèse, dirigée par Cédric Maillot et Nicolas Bouscarène. Et du coup, on a revu 31 sportifs, parce que je travaille beaucoup avec eux, Lyon. Et du coup, il y avait un suivi de 4 ans dans les prothèses de hanche et de plus d'1 an dans les prothèses de genoux. Il y en avait 4 qui avaient 2 prothèses. Il y en a 2 qui avaient 2 prothèses de hanche et 2 qui avaient 2 prothèses de genoux. En tout, il y a eu 4 complications, 2 infections, une luxation et un décèlement, mais qui étaient non imputables au sport. Et du coup, voilà. Alors, la moitié ont pu réaliser des performances en trail long, plus de 40 bornes, et d'ultra trail. Il y en a 4 qui ont pu doubler leur distance en post-opératoire. Il y en a 6, donc 25%, qui ont couru plus de 160 km. Bon, en gros, le grand raid. Et 20% ont ressenti des douleurs liées à la prothèse, à l'entraînement en compétition. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'ultra après une prothèse? Oui. Et ultra et prothèse, alors il y a 2 autres études intéressantes. Une sur l'UTMB, ils ont pris 10 des patients et du coup ils ont montré qu'en fait ils ont repris la course à pied. Il y a eu 3 complications, une ostéolyse de Merkel et 2 reprises pour décèlement. L'étude de 2017, c'est des coureurs de l'UTMB, ils étaient une petite vingtaine. Ils ont demandé si ils avaient des symptômes dus à leur prothèse. Et pendant l'UTMB, là, il y a 50% des gens qui ont dit que oui, ils ont ressenti des symptômes, et en resurfaçage, 25% des gens qui oui, ils ont eu des symptômes en raison de leur prothèse. Donc oui, ça peut quand même tirailler, ça peut quand même faire mal. Voilà, en conclusion, merci d'avoir attendu. Donc l'activité physique est bénéfique pour prévenir l'arthrose, hein. Donc muscu certainement, perte de poids bien sûr, vélo, natation et course à pied. Voilà, les macrotraumatismes, donc les sports pivot contact, dans la rupture et du ligament croisé ménisque vraiment engendrent de l'arthrose. Les sports pivot contact donc sont à risque. Est-ce que si vraiment on n'avait aucun macrotraumatisme, une condition physique exceptionnelle, on serait pas plus à risque d'arthrose? On ne sait pas très bien, ça se discute. Et alors, après on essaie de limiter les macrotraumatismes. Un premier facteur arthrogène, hein, c'est surtout ça, hein, c'est de la prévention, encore une fois, comme partout en médecine, malheureusement. Et on n'en fait pas trop, pas assez, alors que ça marche extrêmement bien. Prévention secondaire et tertiaire, pas trop de poids, on continue le sport, etc. Et bon, tout ça, c'est des niveaux de preuve relativement faibles. Et il y a quand même des avis divergents qui dépendent des professionnels de santé. Merci de votre attention. Et pour ceux qui veulent rester, moi, j'ai un peu de temps.